Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir, ancien président de la République. Bien sûr, dans un instant, on parlera de la situation politique, des tractations qui ont lieu, qui vont continuer demain. Le nouveau Premier ministre François Bayrou qui va recevoir un certain nombre de forces politiques. Mais d'abord, sur ce drame, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, ces propos du préfet de Mayotte. Certainement plusieurs centaines de morts, peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers de morts. Vous êtes rendu plusieurs fois à Mayotte comme président de la République. C'est un drame national que l'on est en train de vivre. C'est une tragédie nationale, c'est une catastrophe nationale. Et donc, nous avons les yeux tournés vers un département qui est sûrement l'un des plus lointains, mais aussi l'un des plus pauvres de notre pays. Et nous devons lui apporter, au-delà de ce que nous pouvons faire par les paroles, des moyens pour permettre de sauver des vies, de pouvoir rétablir le minimum, c'est-à-dire de l'eau pour la population, des vivres, car il y a des risques aussi de famine qui peuvent se développer ou de maladies. Donc voilà pourquoi moi je tenais à exprimer ce soir, bien sûr en tant qu'ancien président de la République, mais aussi en tant que Français convaincu que Mayotte est partie intégrante de notre territoire, et donc que chacun et chacune comprenne bien que c'est la France qui est ici touchée. Et s'il y a, je ne sais pas si les évaluations du préfet se confirmeront hélas, mais s'il y a autant de disparus, vous imaginez ce que ça peut représenter pour un département, et imaginez-le aussi pour un département métropolitain. Oui, je rappelle ce chiffre, 300 000 habitants à Mayotte. Il faut bien sûr rester prudent sur les propos du préfet, puisqu'il ne s'agit pas d'un bilan consolidé, mais bien d'une crainte compte tenu de la situation de ces bidonvilles qui ont été totalement dévastés par le cyclone. François Hollande, on a souvent parlé concernant Mayotte, 101e département français, d'une forme de sous-investissement chronique, d'un département délaissé sur les questions sécuritaires, sur les questions économiques, sur les situations, sur les questions sanitaires. L'État a délaissé Mayotte? Non, ce n'est pas vrai. Il faut se garder de jugements aussi péremptoires. C'est un département qui est pauvre, qui souffre d'une immigration massive venant des autres îles proches de Mayotte, c'est-à-dire les Comores, et une population qui vit dans un habitat précaire. Et donc, il y a eu des efforts insuffisants, mais il faut voir le rythme de progression de la population. C'est aussi un département où il y a une violence qui s'est accrue ces dernières années. Et donc, il y a nécessairement un rattrapage à faire. Mais là, il va falloir aller beaucoup plus loin qu'un rattrapage, puisque c'est une reconstruction de Mayotte dont il s'agit aujourd'hui. Compte tenu des images que vous avez, la moitié de la population vit sous la pauvreté, des habitats précaires se sont considérablement développés. C'est ce qui rend d'ailleurs sans doute le drame encore plus intense, puisqu'il n'y avait pas de protection. Par ailleurs, les infrastructures sont limitées, et c'est la raison pour laquelle il faut faire venir de la Réunion, bien sûr de la métropole, des moyens militaires, des moyens de subsistance. Je pense que le gouvernement va détacher des bateaux, des avions pour que nous puissions alimenter Mayotte et faire en sorte que le nombre de victimes soit le plus réduit possible, si c'est encore possible. Oui, alors que je rappelle que le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, sera sur place demain. Malgré tout, sur les efforts qui ont été consentis ces dernières années ou n'ont pas été suffisamment consentis. Est-ce que désormais, il faut dire, bien sûr, effort de reconstruction, attendre de voir quel est le bilan consolidé, un plan Marshall pour ce département, puisque quand on évoque sur place la situation, par exemple, de l'hôpital de Mamoudzou, il y a moins de moyens que dans d'autres départements. Si on décrivait ce qui est en train d'arriver à Mayotte concernant un département de métropole, tout le monde ne pourrait que constater le sous-investissement chronique de la part de l'État. Oui, on peut faire ce jugement. J'ai fait ce que j'avais à faire quand j'étais président de la République. Il y a peut-être eu des insuffisances depuis, mais ce serait trop simple, une fois encore, de se tourner vers des responsabilités qui ne sont pas forcément les bonnes. C'est un cyclone, c'est terrible. Il y a une population qui a considérablement augmenté. Il y a une migration qui fait qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui se trouvent dans des situations de très grande précarité.
il y a eu des efforts de rattrapage sur le plan de l'investissement. Vous savez qu'on ouvre une école par mois, voire même par semaine, à Mayotte, tellement il y a eu une croissance démographique. Et puis par ailleurs, on le sait, dès lors qu'il faut développer Mayotte, mais dès lors qu'il y a un écart de développement entre Mayotte et les îles des Comores, ça crée un appel à la migration. Donc essayons de regarder quand même l'avenir sans essayer de regarder le passé comme s'il devait nous témoigner de nos insuffisances. Là, en l'occurrence, ce qu'on demande, c'est pas un procès pour l'État d'aujourd'hui ou l'État d'hier. C'est ce qu'on demande, c'est immédiatement des soutiens, de la solidarité, des moyens et des apaisements qui peuvent être pour la population le principe essentiel. Un mot avant de parler de la situation politique, François Hollande, sur certaines réactions de l'opposition. Jean-Luc Mélenchon qui a réagi à ce drame à Mayotte. C'était avant les propos du préfet, en expliquant que le pouvoir méprisant et incapable, occupé par son nombril, n'a rien prévu ni organisé. Fin de citation. Il y a une responsabilité, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, de la part des autorités qui, si on l'écoute, auraient été quelque peu désorganisées. En fait, c'est tellement caricatural de s'en prendre comme ça à l'État dans la période actuelle. Je ne pense pas du tout qu'il y a eu un défaut de prévention. Il y a un cyclone, il est terrible, il est maintenant sur le Mozambique. Ne faisons pas de la surenchère politique qui devient même odieuse compte tenu du nombre de victimes. Donc je ne partage ni les propos, ni le moment dans lequel cette personnalité s'exprime. Je pense que là, il y a un besoin là il faut une union soutien, nationale, d'unité, de solidarité, pas de rapports conflictuels qui ne font qu'ajouter du mal au mal. François Hollande, Emmanuel Macron a donc nommé dans la douleur un nouveau Premier ministre, François Bayrou. Il sera un Premier ministre, je cite, de plein exercice. Voilà ce qu'il a dit dans les colonnes de la Tribune dimanche. François Bayrou qui... on le rappelle à ceux qui nous regardent, avait appelé à voter pour vous lors de la présidentielle de 2012 face à Nicolas Sarkozy. Vous devriez donc avoir un a priori positif à son égard, non ? C'est loin, 2012. C'est vrai, c'était il y a 12 ans, mais je connais ça lui est suffisamment reproché par certains pour qu'on puisse le rappeler, notamment Nicolas Sarkozy. Qu'il l'avait fait et que ça avait compté dans l'élection de 2012. Je n'oublie rien. Mais là, je pense que les conditions dans lesquelles il a été nommé, vous avez rappelé, lui donnent une forme d'indépendance dont il doit faire bon usage, notamment avec le Parlement. Puisque le président a été sans doute forcé de le nommer, eh bien, écoutez, que François Bayrou donne sa pleine mesure, vous dites pleine responsabilité au gouvernement, non pas pour faire une politique qui soit en rupture. Je n'ai pas du tout cette idée qu'il a forcément à l'esprit. Je ne crois pas du tout qu'il s'inscrive dans cette démarche. Mais au moins une politique qui permette un changement. C'est ça qui doit être sa méthode et le contenu de ses propositions. Et on va rentrer dans le détail de ce que pourrait être la politique de François Bayrou, les éventuelles ruptures avec notamment celle menée par Michel Barnier. Mais juste avant, vous avez dit à des médias locaux, je connais ses qualités comme ses limites. François Bayrou, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Les qualités de François Bayrou, il est dans la vie politique, il a exercé des mandats locaux, il en exerce encore d'ailleurs, comme maire de Pau. Il a une longue expérience, c'est pas négligeable. Il sait faire de la politique. Et c'est utile. Il sait ce que c'est qu'un Parlement. Il connaît les partenaires sociaux. C'est un Européen. Voilà pour les qualités. Les limites, elles sont celles de sa propre domination, de sa majorité qui est étroite, voire même insuffisante, et aussi des contradictions qui vont sans doute apparaître assez vite quand il va constituer son gouvernement. Mais ce qui, moi, m'importe, c'est le pays. Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui ? Ce que les Français attendent, c'est de la stabilité, parce que ils ont besoin aussi bien, les citoyens, de visibilité, où va-t-on, que les acteurs économiques de crédibilité. Donc il faut de la stabilité, mais il faut aussi du changement. Et c'est le changement qui permettra la stabilité. Pour que ça dure, il faut qu'il y ait des évolutions. Alors c'est toute la méthode de M. Bayrou qui va être maintenant en cause. Il va falloir, je crois qu'il a commencé de le faire, qu'il consulte, et pour obtenir
un soutien de certains, Oui. sûrement pas de la gauche, mais au moins une non-censure de la part des socialistes ou des écologistes ou des communistes, il va falloir qu'ils fassent un effort pour donner des garanties et pour aussi faire des avancées. Avant de parler de ce qui pourrait vous permettre, vous autoriser, si j'ose dire, à ne pas le censurer, juste un mot sur les conditions de sa nomination, puisque vous avez la particularité, vous savez ce que c'est que de nommer un Premier ministre. Et selon toute vraisemblance, ce n'était pas le premier choix d'Emmanuel Macron, et on a le sentiment, en lisant les récits, que François Bayrou s'est comme imposé à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cela dit, ça, de la faiblesse du président de la République? Normalement, sous la Ve République, un Premier ministre, sauf à de très rares exceptions près, ne s'impose pas au chef de l'État. Oui, on est dans l'inédit. Une dissolution qui n'aurait jamais dû se faire. Des mois pour nommer un Premier ministre. Un Premier ministre, en l'occurrence Michel Barnier, qui dure quelques semaines et qui discute avec le Rassemblement national parce que c'était les conditions de sa propre nomination. Et là, nous attendions très rapidement un Premier ministre. Il a fallu être patient, quelques jours. Une nouvelle fois, il y a eu une collection de noms qui a été présentée aux Français par voie de presse. Et chacun pensait que c'était François Bayrou qui s'approchait. Et ça n'était pas François Bayrou au début de la matinée. Alors, vous parliez de mon expérience. Ça m'est arrivé de changer de Premier ministre. C'est pas un moment facile. Là, c'était un moment obligé. Mais il ne peut pas y avoir d'hésitation. Il peut y avoir de la réflexion, puis à un moment de la décision. Et là, ce qui est très frappant, c'est qu'il a changé de décision au cours de la matinée. Mais ce qui peut donner, paradoxalement, à François Bayrou une liberté qui n'aurait pas été la sienne. C'est quoi? Ce serait une sorte de cohabitation, quasiment? Non, je ne pense pas que... puisque c'est la même sensibilité politique. Mais ce que je crois, c'est qu'il ne dépend plus du président. Le président ne peut pas arrêter François Bayrou maintenant. Donc il ne dépend que du Parlement, en l'occurrence de l'Assemblée nationale. Et c'est ça le jeu institutionnel qui maintenant s'est ouvert. Puisque le Premier ministre ne dépend plus du président qui a eu quelques peines à le nommer, eh bien, le Premier ministre doit faire vivre l'Assemblée nationale comme dans une démocratie parlementaire. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet, François Hollande. Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, dit ne pas vouloir de censure automatique du gouvernement de François Bayrou. Vous êtes sur la même ligne. Il n'y aura pas de censure automatique, comme il y en avait eu une concernant Michel Barnier, où là, pour le coup, juste après sa déclaration de politique générale, tout le nouveau Front populaire de concert avait décidé de voter cette motion de censure. Là, pour François Bayrou, vous dites pas de censure automatique. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la situation d'il y a 3 mois et Michel Barnier en a hélas fait les frais? C'est-à-dire que Michel Barnier avait été nommé avec l'assentiment du Rassemblement national. C'était ce que Emmanuel Macron avait utilisé comme argument. Là, c'est tout le contraire, puisque François Bayrou a été nommé après une consultation des partis qu'on appelle du Front républicain. Et donc ça, c'est une première différence. Même si le Rassemblement national semble avoir quelques égards vis-à-vis de François Bayrou. Mais ça, Jordan Bardella dit de la même manière, pas de censure automatique, il a toujours été respectueux. Et ça, c'est l'affaire du Rassemblement national. Il est représenté au Parlement, il est entendu, il n'est pas inconcevable qu'il puisse y avoir des discussions. Mais ce qui est clair, c'est que François Bayrou a été nommé dans le cadre de ce qu'on a appelé le Front républicain. Donc sans accord, disons, privilégié avec le Rassemblement national. Ça, c'est une première différence et elle est majeure. Ensuite, est-ce que François Bayrou est capable de produire des avancées qui n'avaient pas été consenties par Michel Barnier dans le cadre du prochain budget ou dans le cadre d'une loi de financement de la sécurité sociale? C'est ce qui va se décider. Et alors, donc c'est pour ça que la non-censure est un élément qui n'est pas pour collaborer ou pour cohabiter avec le pouvoir. C'est de dire, voilà ce que nous acceptons, voilà ce que nous n'acceptons pas. Mais oui, mais François Hollande, vous dites c'est pas une collaboration... C'est ce que dit la France Insoumise. La France Insoumise dit le simple fait d'envisager de ne pas censurer, c'est déjà, au fond, comme si vous étiez en train de travailler avec François Bayrou et son gouvernement. Mais c'est la vie parlementaire, c'est la vie politique. Qu'est-ce que c'est que cette position, celle en l'occurrence de la France Insoumise, qui dit voilà, nous censurons tous les gouvernements, nous discutons avec personne. Nous ne participons même pas à des réunions autour du président de la République quand il en est proposé une, précisément dans le cadre d'un front républicain. Bon, donc c'est un isolement.
En l'occurrence, c'est pas pour peser sur la réalité, c'est pour provoquer par un blocage une élection présidentielle à laquelle d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon peut prétendre, mais qu'il ne peut pas gagner. Donc c'est une posture. En l'occurrence, c'est une façon de vouloir bloquer le jeu, alors que le rôle... Jean-Luc Mélenchon dit « revenez à la raison et à la maison ». Mais enfin, c'est pas la maison, c'est laquelle? Celle du nouveau Front Populaire. Non, mais c'est pas lui qui fait la maison. Il est dans un petit appartement. Il a son logement, éventuellement dans cette maison. Peut-être d'ailleurs s'est-il échappé de la maison, c'est possible. Mais ce qui compte là, c'est l'intérêt des Français. Qu'est-ce qui est souhaitable? C'est qu'il y ait un gouvernement qui puisse durer, qui puisse travailler, qui puisse offrir aux citoyens des garanties sur le bon fonctionnement des pouvoirs publics. Ça, c'est la condition, c'est la stabilité. Mais ce qui est aussi important dans la vie politique, c'est d'obtenir des avancées. C'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir des concessions qui soient faites. C'est ça le rôle d'une assemblée. Sinon, c'est pas la peine d'aller siéger. Alors concrètement, François Hollande, sur ces concessions et ces points bloquants qui vous permettraient donc de ne pas censurer. On va essayer de les prendre point par point pour comprendre, parce que parfois, quand on écoute les responsables socialistes, Olivier Faure, Boris Vallaud, parfois ils ne disent pas la même chose, et parfois ce n'est pas d'une clarté biblique, si j'ose dire, alors que l'on voit les images du pape qui est en train de quitter la Corse, raccompagné par le président de la République. D'abord, la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous demandez sur la réforme des retraites pour effectivement aboutir à cet accord de non-censure? Est-ce que vous demandez un gel? Est-ce que vous restez arc-bouté sur l'abrogation de la réforme d'Elisabeth Borne? Est-ce que vous demandez une conférence de financement? Là encore, on a le sentiment que c'est pas toujours très clair. Le gouvernement va faire ses consultations avec les partis politiques. La question des retraites sera nécessairement posée. C'est au gouvernement de faire une proposition qui permette de revenir sur des éléments de la réforme des retraites. Et de convoquer, c'est ma proposition, une conférence sociale, c'est-à-dire avec les partenaires sociaux, pour rediscuter d'un certain nombre de paramètres de cette réforme des retraites. Et une conférence sociale, ça veut dire abroger les 64 ans? Mais ça veut dire aller dans une conférence avec les partenaires sociaux pour discuter de ce qui peut être modifié, corrigé de cette réforme. Ensuite, ça sera en 2027 que la question des retraites sera de nouveau posée. Donc voilà, la seule méthode que je connaisse à ce stade, ce n'est pas d'exiger une abrogation. On sait très bien que le gouvernement, pas plus celui-là que le précédent, ne voudra s'engager sur l'abrogation. En revanche, c'est ça l'avancée, il faut qu'il y ait une suspension peut-être, mais une conférence sociale qui permette d'améliorer le sort des Français qui vont se préparer là dans quelques mois à partir à la retraite. Donc vous ne fixez plus l'abrogation de la réforme des retraites comme une ligne rouge qui vous empêcherait de ne pas censurer le gouvernement Barnier. Parce que je vous entends, vous dites suspendre peut-être. Mais c'est quoi la différence entre une suspension et l'abrogation de la réforme des retraites? Suspendre le temps que la conférence sociale puisse donner ses résultats. Moi, je crois au dialogue social. Je crois aux partenaires syndicaux et patronaux pour déterminer la bonne manière de faire. Et donc, c'est ça qu'il faut aller rechercher. Si on pose l'abrogation comme une condition de la censure, effectivement, la censure est mécanique, puisque le gouvernement ne veut pas s'engager dans cette voie. Donc, c'est pas la bonne approche, et il peut y en avoir d'autres. Sur le sujet, par exemple... Parce que Boris Vallaud dit conférence de financement, et à l'issue, on abroge. Enfin, à l'issue, c'est quoi l'issue? C'est en 2027, l'issue. Il n'y a pas une majorité pour abroger la réforme des retraites. Ah, bon. Si, il y a une majorité pour abroger la réforme des retraites avec le Rassemblement national. Voilà, donc je pense pas que... Et encore, c'est pas sur la bonne méthode, puisque c'est pour abroger aussi la réforme Touraine qui a été engagée par mon gouvernement. Donc je ne pense pas que ce soit la bonne façon d'aboutir. Donc deuxième exemple, la question des remboursements médicaux. C'est une question qui a fait problème. Et donc là aussi, ça fait partie des avancées que les socialistes, la gauche doit chercher à obtenir dans le cadre du financement de la sécurité sociale. L'éducation, il y avait 4000 postes qui étaient prévus pour être supprimés. Ben voilà, peut-être ces 4000 postes peuvent être rétablis. C'est ça la discussion parlementaire. Alors après, est-ce que les conditions sont réunies? Ben, souhaitons-le pour qu'il n'y ait pas de censure. Mais à François Bayrou et son gouvernement de faire les gestes nécessaires. Mais il n'y a pas que sur les avancées, il y a aussi les garanties. Pour qu'il y ait une non-censure, il faut garantir que l'état de droit sera respecté.
C'était une formule qui a été utilisée. Que l'état de droit soit respecté. Il faut aussi qu'il y ait une garantie sur peut-être l'évolution des modes de scrutin. Donc tout ça fait partie de la discussion. Vous évoquiez point par point, et on parlera dans un instant, puisque sur la question de l'état de droit se pose... on se souvient des propos de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire. Sur la question du budget, puisque ce sera le travail le plus urgent du gouvernement quand il sera nommé dans les jours qui viennent. Là encore, pour arriver à cet accord de non-censure, quels sont les gestes que vous attendez du gouvernement qui sera nommé? Le tabou fiscal, qui était en quelque sorte érigé comme un dogme par Emmanuel Macron depuis 2017, il a été levé, puisqu'il y a des augmentations d'impôts qui étaient prévues dans ces textes budgétaires. Là encore, qu'est-ce que vous demandez de plus pour pouvoir arriver à une forme de, sinon d'accord, du moins de capacité à ne pas censurer le gouvernement et donc que ces budgets soient votés? D'abord, il y avait de la part du gouvernement Barnier, effectivement, des propositions qui pouvaient aller dans le sens d'une certaine justice fiscale, mais enfin, c'était assez court, puisque c'était uniquement sur, je sais pas, 20 000 contribuables. C'était quand même assez peu que l'effort se portait. Et puis, il y avait des taxes qui étaient demandées à tous les Français. Bon, ben voilà, il y a là aussi des évolutions à faire. Demander un peu plus à ceux qui ont davantage et un peu moins à ceux qui ont le moins. Donc, toutes ces formes, ça s'appelle la négociation parlementaire. Est-ce que le gouvernement veut faire des gestes supplémentaires par rapport à ce qui n'avait pas été fait par Michel Barnier ou pas? Donc c'est lui qui maintenant a la réponse. Je crois que ce qui doit être clair, et vous avez raison de poser ces questions, c'est qu'est-ce que nous faisons sur la justice fiscale, qu'est-ce que nous faisons sur la santé, qu'est-ce que nous faisons sur la retraite et l'éducation. Je pense que c'est les quatre points sur lesquels, bien sûr que la gauche, enfin les socialistes n'obtiendront pas tout ce qu'ils proposent, mais si ils obtenaient tout, ça voudrait qu'ils sont dans le gouvernement. Mais vous dites clairement, il faudra sur la question de la justice fiscale aller plus loin. Oui, bien sûr. C'est-à-dire augmenter encore davantage les impôts que ce qui était prévu dans le texte initial. Augmenter pour qui? Vous avez l'air de dire augmenter pour des Français, sûrement pas, puisqu'il y avait des taxes, il y avait de multiples taxes qui tombaient sur les Français. Je pense qu'il faudra que dans le projet de loi de finances, un certain nombre d'amendements qui avaient été proposés d'ailleurs par les socialistes soient repris. François Hollande, vous évoquiez il y a quelques instants la question de l'état de droit. Et en cela, j'aimerais qu'on parle du sort du ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, et de ce qui était son projet en début d'année prochaine, à savoir une nouvelle loi immigration. Là encore, pour essayer de comprendre les contours de cet éventuel accord de non-censure. Est-ce que vous dites, pour qu'il y ait accord de non-censure, pour que nous ne fassions pas tomber le gouvernement Bayrou, il faut renoncer à une nouvelle loi immigration? C'est, là encore, pardon de vous renvoyer aux propos du premier secrétaire du Parti socialiste, c'est ce que dit Olivier Faure dans les colonnes du Parisien. Il dit, il faut oublier cette loi immigration. Non, et s'il s'agit de reprendre la loi qui a été censurée par le Conseil constitutionnel il y a quelques mois, vous imaginez bien que pour, pas simplement les socialistes, pour une très grande partie des députés à l'Assemblée nationale, c'est inacceptable. Puisque ça voudrait dire aller contre une décision de principe sur des aspects fondamentaux de nos libertés, faire une loi qui donc serait exposée en plus à la censure du Conseil constitutionnel. Donc ça, ce n'est pas... Pardon François Hollande, ce n'est pas ce que dit Olivier Faure. Olivier Faure, il ne pose pas la question du... il évoque bien évidemment ce qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel, mais on est sur une position de principe. Non. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose de singulier. Quand on regarde les sondages, 71% des Français qui jugent qu'une loi immigration est nécessaire. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de déconnexion du côté des socialistes de dire, alors même que c'est un sujet de préoccupation des Français, de dire non, nous, on ne veut pas de loi immigration? Et il y a eu une loi immigration il y a à peine un an. Deuxièmement, il y a eu un accord européen, c'est le point le plus important. Il y a un accord européen qui a été adopté par le Parlement européen comme par le Conseil européen pour prendre des dispositions de protection de nos frontières extérieures et de règlement des demandeurs d'asile. Ce texte-là doit être transposé en droit interne. Vous me demandez mon point de vue? Il est tout à fait légitime qu'il y ait cette transposition. Donc que nous améliorions les conditions d'abord des étrangers, soit, que nous puissions limiter l'immigration clandestine nécessairement, que nous puissions régulariser un certain nombre de situations tout à fait ouvertes, mais il y a nécessité d'adopter un texte qui a été voulu par les Européens et qui nous
protégera tout en donnant des droits aux demandeurs d'asile. C'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est pas immigration, pas immigration. On sait très bien qu'il faut contrôler l'immigration. Eh bien, ça se fait à un niveau européen. Si c'est pour prendre des dispositions qui sont anticonstitutionnelles et qui, en plus... Il n'y a pas que ça, François Hollande. Par exemple, Bruno Retailleau évoquait la possibilité d'allonger les délais de rétention dans les centres de rétention administrative. Ça, ce ne serait vraisemblablement pas censuré par le Conseil constitutionnel. Ça fait partie du droit européen. Il y a des dispositions qui peuvent permettre, dans le droit européen, d'allonger des durées de rétention dans certaines limites. Oui, mais il n'y a rien de fermé. Si c'est pour reprendre ce qui était annulé parce que contraire, et qui touchait d'ailleurs, non pas des clandestins, mais touchait des étrangers en situation régulière, c'est non. De même que l'aide médicale d'État, on a eu des débats mais sans fin là-dessus. Tous les rapports ont été donnés. On sait très bien qu'il faut maintenir l'aide médicale d'État. Si c'est pour revenir sur l'aide médicale d'État, en sachant que ça fera peu d'économies et ça fera peut-être des risques pour la santé publique, c'est non. Est-ce que la personne de Bruno Retailleau est une ligne rouge? Puisque là encore, on entend le fait qu'avec les propos qu'il a tenus sur la question de l'état de droit, qui, je rappelle, entre guillemets, n'était ni intangible ni sacré, ce serait un problème dans la perspective de cet accord de non-censure. Est-ce que Bruno Retailleau, au gouvernement comme ministre de l'Intérieur, c'est un problème? Mais ce n'est pas à l'opposition de composer le gouvernement. C'est au Premier ministre de faire qu'il s'accompagne d'une équipe qu'il a toute liberté pour choisir. Donc c'est pas à l'opposition, et en tout cas pas à moi, de dire celui-ci ou celui-là, ou pas celui-ci ou pas celui-là. Je suis dans l'opposition, je respecte le gouvernement tel qu'il va être composé. Après, je jugerai non pas les personnes, les personnes on les connaît, mais les actes. C'est les actes qui doivent déterminer un choix politique, et pas des exclusives. Il y a les sujets de fond qu'on vient d'aborder, c'est intéressant, la question des retraites, la question des textes budgétaires, l'immigration, et puis il y a la méthode. Puisque ce que vous demandez, c'est l'engagement de François Bayrou de ne pas utiliser le 49.3. Et là, on peut s'étonner, vous avez été président de la République. Vous m'avez entendu dire ça? Ah bah c'est la position des socialistes, ce n'est pas la vôtre? Mais je vais préciser. Le 49.3, aujourd'hui, il ne s'applique qu'au texte budgétaire. Donc, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir le recours à cette disposition pour faire adopter un budget. C'est ce qu'a tenté pour la sécurité sociale M. Barnier. Mieux vaut éviter le 49.3, que la discussion aille jusqu'au bout. Mais il faut manier cet argument avec précaution. Parce que ça voudrait dire, si on dit on n'utilise pas le 49.3, qu'il faudrait que les socialistes adoptent le budget ou s'abstiennent sur le budget. Et s'ils ne sont pas d'accord, comment ils font? Donc, je crois qu'on va attendre d'avoir cette épreuve devant nous. Je pense que la bonne manière de faire, c'est que le gouvernement cherche à satisfaire le plus possible, autant qu'il le pourra, et autant qu'il sera nécessaire de le faire du côté de l'opposition, les amendements en tout cas des socialistes. S'il ne le fait pas, il s'expose, c'est vrai. S'il le fait, peut-être qu'il n'y aura pas besoin de recourir au 49.3. Donc, si je comprends bien, puisque là encore les lignes divergent, vous dites... Non mais là, non mais c'est important. Ce n'est pas, en tant que, la condition de ne pas utiliser le 49.3 même pour les textes budgétaires n'est pas pour vous une bonne position, ne fait pas partie de vos revendications. Ça ne veut pas être posé comme un principe absolu. Oui. Ce qui doit être dit, vaut mieux ne pas utiliser le 49.3 et chercher par la discussion à obtenir au moins une abstention si elle est possible. Mais si c'est pas possible, il faut bien qu'un budget soit voté. Et ça serait quand même un comble de ramener le Rassemblement national dans le jeu en le faisant arbitre peut-être de la fin du processus. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, je pense que le principe c'est mieux vaut ne pas utiliser le 49.3, mais je suis un ancien président de la République, je connais la Constitution, et je sais qu'il y a des armes qui, à un moment, sont nécessaires. Un mot encore sur la situation budgétaire François Hollande, puisque une agence de notation Moody's a décidé de dégrader la note de la France, qui est passée de AA2 à AA3, mettant notamment en avant la difficulté de réduire les déficits dans les mois qui viennent, compte tenu de la situation politique particulièrement fragmentée. Vous avez voté la censure, qui a fait tomber le gouvernement Barnier. C'est aussi à cause de vous, si cette note est dégradée, puisque l'agence de notation met en avant l'instabilité politique. Vous faites ça comme un bon journaliste, mais non, si la note est dégradée, c'est parce qu'il y a un déficit qui dépasse 6% de la richesse nationale. Si la note est dégradée, c'est parce que depuis maintenant presque 5 mois,
il y a eu une dissolution et un vide politique. Si la note est dégradée, c'est qu'il n'y a toujours pas de gouvernement, il va l'être dans peu de temps. Donc, ce n'est pas non plus... Si le budget avait été voté, sans doute que non, mais la note aurait été dégradée. dégradée de la même manière. Parce que quand on est à un niveau de déficit, à un niveau de dette aussi important, et avec une forme de, quand même, comment dire, d'insouciance même par rapport à l'enjeu, parce que c'est un enjeu d'avoir une dette aussi importante et d'avoir des comptes aussi déséquilibrés. C'est un enjeu. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut pour éviter qu'il y ait d'autres dégradations? Parce qu'il y a d'autres agences qui vont se prononcer. Il faut de la stabilité. Ce qu'attendent les marchés financiers, c'est pas forcément mes amis, ce qu'attendent les marchés financiers, c'est de la stabilité. C'est la stabilité politique. Oui, mais François Hollande, pardon, et là je pense à ceux qui nous regardent et qui vous voient invoquer la stabilité. Vous êtes ancien président de la République, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron, qui visiblement s'en est pris à vous en des termes elliptiques, mais tout le monde a compris autour de la table, c'est ce qui a été raconté, que vous étiez cité en disant un ancien président de la République qui a voté la censure avec le Rassemblement national et qui donc aboutit à cette instabilité qui a donc des conséquences financières. L'instabilité, elle a été créée par la dissolution. L'instabilité, elle a été créée par 3 mois que le président de la République a pris pour nommer un Premier ministre, en l'occurrence Michel Barnier, avec l'assentiment du Rassemblement national et contre le Front républicain. L'instabilité, elle a été créée par une méthode qui a consisté à discuter avec le Rassemblement national pour se faire punir par lui à la fin, et avec un texte qui ne pouvait pas être approuvé par une large partie de l'Assemblée nationale. Voilà l'instabilité. Donc maintenant, on en est là. On en est là, et donc je suis, parce que je suis responsable, conscient qu'il faut assurer de la stabilité, mais la stabilité, maintenant, c'est au gouvernement de la permettre. Et je l'ai dit, pour avoir de la stabilité, il faut du changement, il faut que ça avance, il faut qu'il y ait du progrès. Et s'il y a du progrès, il y aura nécessairement des choix qui éviteront qu'il y ait une censure. Un mot encore sur la nouvelle méthode François Bayrou. Les tractations continuent. Demain matin, les premiers à être reçus, à 9 h, seront Marine Le Pen et Jordan Bardella. La méthode mise en avant par Matignon, c'est par ordre de grandeur des groupes parlementaires. Est-ce que c'est un problème qu'ils soient reçus? Non, c'est normal? Mais faut se remettre, peut-être qu'on a du mal parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'est la vie parlementaire. La vie parlementaire, vous l'avez dit, c'est qu'un Parlement peut décider de censurer, un gouvernement peut tomber, c'est ce qui existait autrefois dans des républiques précédentes, de la 5e. Là, il se trouve, ça ne me fait pas plaisir, mais il se trouve que le Rassemblement national est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Il est donc reçu le premier. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut reprendre ce qui a été l'erreur du gouvernement précédent, une discussion presque exclusive avec le Rassemblement national. Et donc il faut assumer de discuter avec Marine Le Pen, d'entendre aussi les revendications qui peuvent être les leurs. Elle est à l'Assemblée nationale, on ne va pas dire sortez de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas légitime. Elle est à l'Assemblée nationale, son groupe est le premier. C'est tout à fait nécessaire que le Premier ministre l'entende. Mais est-ce qu'il va avoir une négociation avec le Rassemblement national ou avec les groupes du Front républicain? C'est ça qui va permettre de différencier la méthode, disons, du Premier ministre d'aujourd'hui avec celle du Premier ministre d'hier. Mais les socialistes pourraient se rendre autour d'une table où seraient représentés tous les groupes parlementaires, dont le Rassemblement national, tous en même temps, pour précisément essayer de trouver les voies et moyens d'une non-censure? C'est pas ce qui a été défini dans la réunion qui s'est produite autour du président de la République. Mais François Bayrou n'était pas encore nommé. Non, mais il était là. Il était là. Bon, donc il a admis qu'il y avait une priorité qui était de discuter avec les groupes qui font partie de ce qu'on appelle le Front républicain, tout en ayant une opposition et une majorité. Un mot sur la question de la participation au gouvernement. Vous avez fixé un certain nombre de conditions, dites-vous, changement et progrès. Pourquoi écarter d'un revers de main, tout de suite, toute participation des socialistes au gouvernement? Si François Bayrou fait un certain nombre de gestes à votre égard, pourquoi les socialistes ne décideraient-ils pas de participer à cet exécutif gouvernemental? Mais dans la vie politique, il est très important qu'il y ait une majorité et une opposition. Et dans cette clarté-là, il peut y avoir des soutiens sur certaines mesures, de la responsabilité en ne censurant pas, mais la participation suppose un accord de coalition. Et il n'y a pas de possibilité de coalition. Ça supposerait un programme commun. Ça n'a pas été voulu par les Français.
Il n'y a pas eu un programme commun qui a été présenté devant les électeurs. Il y a eu un programme, celui du Nouveau Front Populaire pour les uns, et un programme, je ne sais lequel d'ailleurs, pour la majorité. J'ai entendu François Hollande, Bernard Cazeneuve, par exemple, que vous connaissez bien, que vous le souteniez d'ailleurs, pour qu'il puisse être nommé à Matignon, dire François Bayrou, c'est quelqu'un de très respectable, ce serait un bon Premier ministre. Si Bernard Cazeneuve décidait de participer à un gouvernement de François Bayrou? Il s'exprimera. Il peut toujours y avoir des personnalités. Je ne pense pas que ce soit forcément son intention, mais c'est à lui de la préciser. Des personnalités peuvent toujours participer à des gouvernements. Mais le Parti socialiste en tant que tel, qui doit préparer les échéances de 2027, parce que ce qui compte, et je vais peut-être insister là-dessus, ce qui compte, c'est la stabilité et aussi la durée. Moi, je ne suis pas favorable à des élections avant l'heure. Pas de dissolution. Pas de démission du président de la République ou de destitution. Donc ce qui est en cause, c'est de pouvoir travailler au sein de l'Assemblée nationale dans l'intérêt des Français, avec un gouvernement, avec une opposition, avec des principes qui peuvent être posés pour faire vivre en commun ce Parlement. Mais il faut préparer les échéances. Préparer les échéances de 2027. Et donc, c'est à la gauche et à la droite de le faire. J'ai compris que Jean-Luc Mélenchon, lui, voulait tout de suite des élections. Madame Le Pen n'est pas loin de penser la même chose, pas moi. Moi, je m'inscris dans la perspective de 2027 et je ne souhaite pas qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale. On parlera dans un instant de 2027, mais juste avant, puisque j'entends depuis le début de cet entretien les propos que vous tenez à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, faut-il acter ce soir qu'il n'y a plus de nouveau Front Populaire? Pourquoi ne pas dire les choses clairement, tant les fractures apparaissent aujourd'hui béantes sur la stratégie vis-à-vis du gouvernement de François Bayrou, vis-à-vis effectivement de la question de l'élection présidentielle? Est-ce qu'il faut acter ce soir que le nouveau Front Populaire est caduc? Il faut acter que la France Insoumise s'est isolée et que les socialistes ont toute liberté pour déterminer leur choix. Voilà ce qu'il faut acter. Les socialistes, je ne parle pas en leur nom, ils ont des dirigeants pour ça, mais en tant que socialistes et en tant que homme de gauche qui est construit depuis des années une cohérence politique, je pense que nous devons être libres. Mais il y a encore un nouveau Front Populaire? Nous sommes engagés devant les électeurs, nous avons fait un programme, mais nous sommes libres de nos choix. Et je suis libre de mes choix. Et je me déterminerai, avec les socialistes, parce qu'ils sont également sur cette disposition d'esprit, déterminer souverainement, librement, et je n'ai comme boussole, si je puis dire, que les électeurs et les Français. Donc, au fond, François Hollande, si j'étais ironique, je dirais que vous êtes parfaitement aligné avec le premier secrétaire du Parti socialiste, celui dont vous disiez pique-pendre il y a quelques années, ce qu'il disait sur votre bilan, sa stratégie vis-à-vis de la France insoumise. Aujourd'hui, au fond, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Olivier Faure et vous, non? Mais tant mieux. On ne va pas se plaindre que les socialistes, ils ont mis du temps, hein, et Olivier Faure en particulier. Mais là, les circonstances ont produit une situation, eh bien, les socialistes ont toute liberté pour faire leur choix et ils ne sont responsables que devant les électeurs qui leur ont permis d'être là où ils sont. C'est lui qui s'est hollandisé ou c'est vous qui vous êtes forisé? Je ne suis pas sûr que ce soit des bonnes expressions. Ce qui compte, c'est que nous puissions être une force politique pour demain. Et moi, Mais donc, est-ce que vous demandez encore un changement à la tête du Parti socialiste? Mais il y aura un congrès, il faut qu'il y ait un congrès. Ouais. Il faut, compte tenu de ces échéances, compte tenu de cette responsabilité, il faut que les adhérents, et puis plus que les adhérents, il faut que tous ceux qui veulent une gauche de responsabilité, une gauche réformiste, puissent se mobiliser derrière un grand parti et puissent aller préparer la suite. Et je rappelle vos propos, François Hollande, puisque sur la chaîne parlementaire, vous disiez qu'il faut un changement à la tête du Parti socialiste. Oui, mais il faudra un changement. Si les adhérents le souhaitent, je pense qu'il est important qu'il y ait à un moment, mais enfin on n'en est pas là. Là, pour l'instant, il faut quand même terminer une période et en ouvrir une autre, puisqu'une autre va s'ouvrir avec ce gouvernement-là. Il faudra un moment qu'il y ait un grand débat au sein du Parti socialiste, mais pas un débat pour se diviser. Vous l'avez très bien dit, pas un débat pour se diviser, un débat pour se rassembler et pour s'élargir. Vous avez parlé de Bernard Cazeneuve, je parle de Raphaël Glucksmann et de beaucoup d'autres qui doivent se retrouver dans la même formation politique. François Hollande, vous évoquiez il y a un instant la question d'une élection présidentielle anticipée. C'est vrai qu'on a pu lire que Jean-Luc Mélenchon se préparait. Révision du programme L'Avenir en commun, collecte de signatures. Si cela devait arriver, est-ce que la gauche social-démocrate réformiste est prête? Mais je pense qu'elle aura son candidat, de toute façon, à quelque période que ce soit. Ça ne peut pas être inimaginable que cette gauche qui a gouverné le pays, cette gauche qui a eu 2 présidents de la République sous la 5e,
cette gauche qui a eu, avec Lionel Jospin, un Premier ministre qui a pu lui aussi transformer le pays, ça ne serait pas possible que ce parti, cette grande force, qui peut s'élargir, n'ait pas son candidat. Elle l'aura. Donc il n'y aura jamais de candidature commune à gauche? Mais non, je n'ai jamais été favorable à une candidature commune. Pour une candidature commune, ça veut dire qu'il faudrait avoir un programme identique. Visiblement, ça ne sera pas le cas avec la France insoumise. Et deuxièmement, ça voudrait dire qu'on ait les mêmes façons de faire, les mêmes méthodes, le même discours, les mêmes rapports avec les grands sujets internationaux. Non. Donc, que Jean-Luc Mélenchon soit pressé, je ne sais pas pourquoi il est à ce point pressé. Peut-être parce qu'il pense que c'est son heure, mais son heure de quoi? Aujourd'hui, soyons réalistes, Jean-Luc Mélenchon n'a aucune chance d'être président de la République. Je ne dis pas que d'autres en ont. Donc c'est pas le moment de faire une élection présidentielle. Pourquoi il a aucune chance d'être président de la République? Vous avez vu les sondages, vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe dans le pays, ce qui s'est passé aux dernières élections. On pense que la gauche c'est quoi aujourd'hui? C'est 30 à 35% des électeurs. On pense que sur cette base-là, on peut aujourd'hui gagner l'élection présidentielle. Je ne le crois pas. Mais enfin, si elle arrivait, il faudrait se mettre en mouvement. Donc il faut construire, il faut travailler, il faut préparer, il faut ouvrir une espérance. Mais c'est tout ça qui est nécessaire pendant les 2 ans qui viennent. Est-ce que vous vous préparez? Vous disiez, moi, mon échéance, c'est 2027. Est-ce que Mais c'est pas mon échéance, c'est l'échéance du pays. Oui. Et donc, chacun oui, ça peut être la vôtre aussi. Oui, mais des grandes familles politiques doivent se préparer. Vous avez vu les sujets qui sont devant nous? Donald Trump qui arrive dans quelques jours à la Maison-Blanche. Vous avez vu ce qui se passe en Ukraine, en Syrie. Vous voyez l'état de l'Europe. Vous voyez la division. Vous voyez le risque de croissance faible. Vous voyez le protectionnisme arriver. Vous voyez la fragmentation dans le pays. Vous voyez le rapport que nous avons par rapport à des questions sur la drogue ou sur la sécurité qui finissent par être obsédantes. Donc, à partir de là, il faut travailler pour offrir une perspective. Oui, voilà, c'est la condition pour être crédible. Vous évacuez la question personnelle, mais non, parce que la question personnelle, je la conteste pour tel ou tel. Je ne vais pas moi-même me non, rajouter. mais regardez, François Hollande, vous avez été testé dans un sondage IFOP pour le Figaro Magazine. Vous êtes à 7% au premier tour, là où Jean-Luc Mélenchon serait à 12%. Olivier Faure, testé à votre place, serait à 4%. En 2011, vous étiez, au moment de la primaire socialiste, vous étiez à 3%. Vous voyez, donc j'ai même doublé ce résultat, plus que doublé. Mais c'est tout ça, les sondages n'indiquent pas le résultat de l'élection à 2 ans et demi. Mais ils nous obligent à nous rassembler. Ils nous obligent à nous mettre devant la situation d'un monde beaucoup plus instable et beaucoup plus dur. Et c'est ça que je veux convaincre, dont je veux convaincre les socialistes. C'est que c'est une échéance pas pour eux, mais pour la France qui est majeure. Mais vous n'êtes pas indifférent à la question de 2027. Heureusement que je ne suis pas indifférent à la situation de mon pays. Heureusement que je ne suis pas indifférent à ce que la gauche peut présenter en 2027. Mais d'ici là, on n'est pas en 2027. On a 2 ans. Est-ce que ce gouvernement va durer? Est-ce que cette Assemblée nationale va pouvoir travailler dans le meilleur des esprits? Est-ce qu'il n'y aura pas, à un moment ou un autre, des crises qui pourront frapper notre pays? Nous en avons déjà eu une d'une autre nature. Mais la crise est partout. Donc voilà, essayons de nous donner de la durée. François Hollande, je voudrais qu'on dise un mot de la situation internationale en Syrie, alors que le monde s'interroge encore sur les volontés et le profil des rebelles islamistes qui ont pris le pouvoir, dont le leader Al-Jolani. Je rappelle que pendant votre quinquennat, en 2013, au moment où Bachar el-Assad avait décidé d'utiliser le gaz sarin contre ces populations, notamment dans la banlieue de Damas à la Ghouta, vous vouliez intervenir, empêché par le veto du président américain à l'époque, Barack Obama. Comment est-ce que vous jugez les premiers pas de ce pouvoir à Damas? D'abord, un mot sur le passé. En 2013, août, il eût été possible, si Barack Obama m'avait suivi, d'abattre le régime de Bachar el-Assad beaucoup plus tôt. Quand on voit ce qui se passe dans les prisons aujourd'hui syriennes, ce qui est révélé par les journalistes qui sont sur place ou par, hélas, les prisonniers qui sont sortis, c'est une horreur, une barbarie absolue, comme d'avoir déversé du gaz chimique sur la population. Donc voilà, il faut à un moment savoir prendre ses responsabilités. Elles n'ont pas été prises il y a 10 ans, ça nous coûte. Alors qui sont les nouveaux dirigeants de ce pays? Il y a des anciens islamistes, ils sont peut-être toujours, qui cherchent à rassurer, mais il faudra prendre un certain nombre de précautions. Mais je pense qu'il faut travailler avec eux. Ils sont dans cette disposition d'esprit.
et c'est l'attitude des pays arabes, et c'est déjà l'attitude des États-Unis. Mais je ne suis pas hostile à ce rapport-là, tout en étant d'une extrême vigilance. Il y a aussi des vrais terroristes qui sont dans ces groupes-là, et dont certains sont européens ou même français. Et puis il y a une deuxième vigilance, c'est par rapport à la Turquie. La Turquie a soutenu ces groupes, a permis de les armer et a fait en sorte de pouvoir les installer. Mais la Turquie agit maintenant contre les Kurdes de Syrie. Or, les Kurdes de Syrie nous ont aidés dans la guerre contre Daesh. Et surtout, aujourd'hui, les Kurdes de Syrie détiennent et sont les gardiens de prison pour notre compte des terroristes de Daesh. Si la Turquie va au-delà de ce qui est admissible, eh bien, les Kurdes de Syrie lâcheront les terroristes de Daesh. Donc, il faut dire à la Turquie, ça suffit. Arrêtez-vous là. Et là, il faut une pression très forte de la France. Et on suivra, alors que le ministre des Affaires étrangères démissionnaire a annoncé l'envoi d'une mission diplomatique, c'était à la mi-journée en Syrie. Un dernier mot avec vous, François Hollande, puisque l'hebdomadaire Le Point a révélé qu'à l'issue de la cérémonie de réouverture de Notre-Dame, vous étiez allé dîner avec votre épouse, avec Nicolas Sarkozy et sa femme, tous les quatre. Quand on sait la rudesse, parfois la violence des propos échangés entre vous, c'est quoi? C'est les forces de l'esprit qui vous ont réunis après la cérémonie à Notre-Dame? Non, mais c'était pas simplement parce que nous étions à Notre-Dame, mais dans les circonstances que connaissait le pays, de montrer que deux anciens présidents qui s'étaient quand même rudoyés. Plus que ça, même. Oui, et qui s'étaient affrontés, et avec parfois rigueur, ou dirait certains cruauté, étaient capables de se parler. Nous sommes dans un moment où il faut se parler entre républicains. Il faut être capable de se parler, non pas pour se confondre, mais de se parler de ce qui, dans le monde, et ici en particulier, nous menace. Donc c'est pour ça que ce dîner qui était juste après la cérémonie, et qui n'a pas duré plus longtemps que nécessaire, il était aussi un symbole de dire, voilà, on est capable de se parler. On n'est pas prêt à se confondre. Nous restons dans une confrontation et dans un clivage parfaitement clair, mais nous sommes aujourd'hui des républicains. Merci beaucoup François Hollande d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche. Et je signale cette image, puisqu'au moment où nous conduisions cet entretien, le pape François a quitté la Corse, accompagné par le président de la République. C'était la fin de cette visite papale sur l'île. Vous aviez vous-même rencontré le pape François? Le pape avait été très proche de nous au moment des attentats. Et notamment, vous vous rappelez de ce prêtre qui avait été assassiné dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le pape, le Père Hamel, oui. Père Hamel, le pape m'avait appelé, j'avais même été à Rome. Le pape a un rapport avec la France, vous avez vu, un peu contrasté, compliqué, disons. voilà. Mais chaque fois qu'il se produit des événements importants en France, en ce moment sur le cyclone, et ses conséquences sur Mayotte, mais comme hier sur le terrorisme, il était là. Et ses propos, notamment sur la fraternité et sur la capacité de se parler, paraissent opportuns. Merci infiniment François Hollande d'être venu dans BFM TV et d'avoir donc, en quelque sorte, fixé les conditions autour de cet accord de non-censure quant au gouvernement Bayrou. Merci beaucoup.